que j'aimerais bien faire ce soir, c'est plus avoir une discussion de salon. Alors c'est un peu compliqué avec une centaine de personnes dans la salle, mais on va essayer de faire ça très décontracté. Et moi, mon objectif ce soir, mon ambition, c'est de vous faire partager ma passion pour les arbres, pour la forêt, pour le monde des vivants qui vivent dans ces forêts, tout en vous révélant et en vous racontant ce qui se fait sur le front de science aujourd'hui dans les laboratoires, où en sont les résultats les plus récents sur la compréhension du fonctionnement de ces organismes extraordinaires que sont les arbres. Mais avant, je voudrais remercier mes invités de m'avoir invité, mais mes hôtes bretons qui m'ont poussé à traverser la France là, venant de Nancy, où il faisait 3 ou 4 degrés ce matin, le brouillard, pour arriver à Saint-Brieuc, où il fait chaud finalement. Donc oui, merci à vous de me permettre ce soir de conter, de raconter l'histoire de ce monde de la forêt, de vous emmener en promenade en forêt. Alors je vais essayer de tenir pendant 45, 50, 55 minutes, peut-être 1 heure, mais après j'espère que vous aurez plein de questions à poser et qu'on puisse aller comme ça jusqu'au milieu de la nuit. Bon, généralement, il y a toujours un gardien qui vient quand même frapper à la porte. Alors, j'aurais préféré, j'avoue franchement, ce soir, enfin aujourd'hui, vous emmener en forêt. Parce que pour parler des arbres, de la forêt et du monde, des champignons et des microbes qui entourent ces arbres, rien de tel qu'une promenade en forêt. Là, j'aurais pu vous faire toucher, vous faire sentir ce monde extraordinaire qu'est la forêt. Mais voilà, je vais essayer, à travers ce diaporama, de vous raconter la vie de ces êtres sensibles que sont les arbres. Donc on va parler de la commande, un peu c'était est-ce que les arbres sont intelligents? On vous parle beaucoup de l'intelligence des arbres, l'intelligence des forêts. Donc voilà, le titre de l'intervention ce soir, c'est intelligence, sensibilité et communication chez les arbres. Donc ça résume bien le message que je vais essayer de vous faire passer, vous faire partager ces connaissances sur les arbres, être sensible, être communicant, être monde, mais aussi être vivant qui souffre aujourd'hui des modifications liées au changement climatique. Mais ces dernières années, alors ce sujet, la forêt, les arbres, c'est très tendance. Je reçois de multiples invitations à donner des conférences sur les arbres et les forêts. Il y a plein d'émissions de radio et de télévision sur les arbres et les forêts. On sent bien que le grand public sent que le monde est en train de se transformer et que nos paysages, et en particulier nos paysages forestiers, vont changer. Donc il y a beaucoup de livres qui sont sortis ces dernières années sur la vie secrète des plantes, la vie secrète des arbres. Malheureusement, ces ouvrages sombrent parfois dans la fantaisie et ils voient le monde de la forêt comme un monde de fées, de trolls, alors de corrigans aussi en Bretagne. Donc ce soir, je vais essayer, peut-être pas de corriger, mais de vous montrer quelles sont les limites des connaissances scientifiques que l'on a aujourd'hui sur ces arbres qui sont des arbres sensibles. Mais il ne faut pas sombrer dans le sentimentalisme, il ne faut pas non plus sombrer dans l'anthropomorphisme. Donc j'espère que je ne vais pas vous décevoir. Donc voilà, j'avais prévu de vous parler de l'arbre sensible, de l'arbre communicant, de l'arbre monde. Et si Coralie ne me fait pas signe, pour me dire c'est fini, on parlera de l'arbre qui souffre. Alors, avant toute chose, quand on parle de forêt, il faut présenter le contexte, c'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que la forêt? Alors, pendant longtemps, on a considéré que la planète Terre, c'était une planète bleue, couverte d'océans. En fait, moi, je reste convaincu que c'est aussi une planète verte, c'est-à-dire que le nom du monde est forêt,
comme l'a dit Ursula Le Guin, l'auteur de science-fiction américain. Vraiment, notre forêt, elle est couverte, notre planète, elle est couverte de forêts. Près de 30% des forêts sont réparties sur cette planète Terre. Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas ? Donc cette carte, cette map monde représente parfaitement bien l'importance des écosystèmes forestiers, des différents types de forêts sur cette planète Terre. 30% du territoire avec l'immense forêt boréale qui va de l'Alaska en passant par le nord du Canada, la Scandinavie, la Russie, la Sibérie. Cette immense forêt boréale qui forme comme une couronne autour de la Terre et qui représente à peu près 10% des forêts mondiales. L'immense taïga. Bien sûr, vous avez les forêts tropicales, comme la forêt amazonienne, la forêt congolaise, et puis on oublie souvent qu'en Indonésie, il y a d'énormes massifs forestiers, et aussi bien le massif forestier amazonien que celui d'Indonésie subit de grandes déforestations aujourd'hui, et on voit tous ces petits points rouges là, qui grignotent les forêts, représentent ces régions du monde où la déforestation est massive. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier nos forêts tempérées, qui couvrent évidemment une bonne partie de l'Amérique du Nord, toute l'Europe continentale, et puis des grandes portions de l'Asie. 30% de la Terre est constituée de forêts et d'arbres. Combien d'arbres cela représente-t-il ? J'ai des collègues américains qui se sont amusés à compter les arbres, avec différentes techniques que je ne vais pas détailler aujourd'hui, en partie des images satellitaires, et ils ont compté 3100 milliards d'arbres. Vous vous rendez compte, en termes de diversité et de population, ils sont bien au-delà des animaux, et en particulier des mammifères que nous sommes. Et ce qu'ils ont pu montrer également, c'est que tous ces arbres, ces 3100 milliards d'arbres, une bonne partie de ces arbres vivaient en interaction avec des champignons dont on va beaucoup parler ce soir, qui sont des champignons symbiotiques et qui établissent une symbiose à bénéfice mutuel avec les arbres. Alors, ces champignons, ils sont en train de sortir là dans les forêts autour de Saint-Brieuc. Ce sont les chanterelles, ce sont les cèpes, les cortinaires, les russules. Tous ces champignons forment une association avec les arbres et leur permettent de s'adapter à toutes ces régions du monde et à toutes ces régions forestières. Alors, 30% de la forêt sur la planète. En Europe, également à peu près 30 à 35% du territoire est couvert de forêt. Et en France, on a la chance d'avoir un pays extrêmement forestier, extrêmement boisé. 31% du territoire français métropolitain est recouvert de forêt. Ça représente 17 millions d'hectares, dont moins de 7,5 millions sont des forêts monospécifiques, c'est-à-dire ces fameuses plantations, comme on a en Gironde, dans la forêt aquitaine, constituées d'une seule espèce. Donc ces plantations d'arbres sont minoritaires dans la forêt française. La forêt française, c'est surtout des feuillus pour les 2/3, et puis à peu près 20% de conifères, de sapins, de résineux variés et divers. Alors, ces chiffres, peut-être qu'ils ne vous impressionnent pas, mais vous devriez être impressionné par 17 millions d'hectares de forêt. Parce que si on revenait 2 siècles en arrière, en 1800, un peu moins de 2 siècles, en 1840, ce qu'on appelle nous autres forestiers le minimum forestier, la forêt avait été tellement exploitée par la marine royale, par l'industrie du verre, par l'industrie du charbon et l'industrie naissante du XVIIIe siècle, qu'en 1840, il ne restait que 9,5 millions d'hectares. Donc nous étions arrivés en 1830 au niveau, à la superficie forestière la plus faible depuis des millénaires. La forêt qui couvrait 90% du territoire il y a 6000 ans, était arrivée à
à peine 10% en 1830. Et c'est grâce à une série de lois, de réglementations très strictes que l'ancêtre de l'Office national des forêts a reboisé les montagnes, reboisé toutes les régions de France pour atteindre ces 30% du territoire aujourd'hui. Donc la forêt en France, elle est bien développée, elle est en bonne santé, même si on pourra en reparler tout à l'heure lors de la discussion. Donc on ne peut que se réjouir de l'importance de la forêt dans nos régions françaises, avec évidemment une grande partie du centre de la France recouvert de forêts, les massifs alpins et vosgiens, le centre de la France. Alors malheureusement en Bretagne, vous n'avez plus beaucoup de forêts. La forêt bretonne, c'est 10-12% du territoire. J'espère pour vous qu'elle va augmenter de surface. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la forêt, elle héberge une incroyable diversité d'êtres vivants. La forêt, ce n'est pas que des arbres. Il y a des arbustes, il y a des plantes qui vivent en interaction avec ces arbres. Et même si on n'a que 138 espèces d'arbres en métropole, sur le territoire français, ils hébergent près de 70 espèces de mammifères, 120 espèces d'oiseaux, 30 000 espèces d'insectes, 30 000 espèces de champignons et des millions de bactéries et de virus. Donc c'est un des écosystèmes, la forêt est l'un des écosystèmes les plus diversifiés que nous avons dans nos régions. Alors pourquoi s'intéresser aux forêts, au-delà du fait que les forêts produisent du bois, et le bois reste un matériau extrêmement utilisé en France et en Europe, mais la forêt c'est aussi le lieu d'une grande diversité, et ça c'est un point sur lequel j'ai déjà insisté et que j'aimerais encore insister. La forêt ce n'est pas que des arbres. La forêt elle est en interaction avec différents types d'organismes, et en particulier les micro-organismes comme les champignons, comme les bactéries, et forment des associations à la fois symbiotiques, parfois parasites, parfois pathogènes avec les arbres. Donc aujourd'hui, les scientifiques qui s'intéressent à la forêt, à la fois pour comprendre comment elle fonctionne, mais également pour anticiper les changements qu'elle va subir suite au changement climatique, eh bien, les scientifiques s'intéressent à ces interfaces entre les différents mondes vivants qui peuplent la forêt, entre les arbres, les plantes, entre les plantes et les insectes, entre les arbres et les champignons. Donc la recherche en écologie forestière aujourd'hui, c'est vraiment de décrire, de décrypter, d'interpréter tous ces réseaux sociaux qui sont établis dans la forêt. Donc il y a des scientifiques qui s'intéressent aux arbres, il y a des scientifiques qui s'intéressent aux champignons, des scientifiques qui s'intéressent aux insectes, mais tous y travaillent en réseau pour essayer de comprendre ces mécanismes complexes qui permettent à ces êtres vivants d'établir un dialogue et de faire que l'écosystème forestier se croît, se développe et s'adapte aux changements environnementaux. Parce que nous, on sait aujourd'hui, en fait on le sait depuis presque 40 ans, que le réchauffement climatique va profondément modifier les paysages, va profondément modifier les paysages forestiers. Dans 50 ans, une bonne partie des forêts qu'on connaît aujourd'hui n'existeront plus, elles seront transformées, d'autres espèces d'arbres et leur cortège d'êtres vivants vont s'installer là où aujourd'hui on a des chênaies, des hêtraies ou des châtaigneraies. Donc il est urgent pour nous autres scientifiques d'essayer au-delà de comprendre comment ces écosystèmes forestiers fonctionnent, c'est d'essayer d'anticiper l'impact du changement climatique sur ces forêts, sur leur fonctionnement, de manière à proposer des scénarios pour atténuer l'impact négatif de ces changements climatiques, de manière à conseiller aux gestionnaires forestiers les espèces d'arbres qu'il faut planter aujourd'hui pour qu'on ait encore des forêts dans 50 ou 100 ans. Donc c'est un peu cette histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, comment les scientifiques d'abord essayent
de décrypter, de comprendre le fonctionnement des arbres, des forêts, mais surtout en ayant cette connaissance de base, c'est de pouvoir établir un diagnostic sur ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, les dépérissements qui affectent les forêts, de manière à anticiper, dans la mesure du possible, proposer des scénarios pour que les forêts soient encore présentes dans un siècle. Alors, l'arbre sensible. Alors, il y a un livre qui a fait un carton il y a quelques années. Moi, je suis content quand j'ai vendu 5000 exemplaires de Sous la forêt. Peter Wohlleben, il a vendu 2 millions d'exemplaires de ce livre en Europe. Un carton, vraiment un best-seller. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Peter Wohlleben, qui n'est pas un scientifique, mais un ingénieur technicien forestier allemand, bavarois? Il nous raconte une très belle histoire, c'est la vie secrète des arbres. Mais quand moi, scientifique, je lis ce livre, je suis un peu agacé, même si j'admets qu'il nous a fait une super pub. Et maintenant, quand je parle d'arbres, de symbiose mycorhizienne, une bonne partie de l'audience comprend le vocabulaire et les concepts que je raconte. Mais ce qui est un peu gênant dans ce livre, c'est que c'est comme un conte, en fait, qui met en scène des êtres qui seraient parfaits, qu'on appelle les arbres, qui s'aiment, qui s'entraident. Maman arbre allaide son bébé arbre. Et puis il y a les méchants, c'est nous les méchants, qui sont stupides. Et en fait, on les plante, ces arbres, sans leur demander leur avis, pour finalement les couper, les débiter, et leur empêcher de vivre leur vieillesse. Donc voilà, c'est un petit peu l'image qui ressort de ce livre. Et en fait, c'est pas un essai scientifique, c'est vraiment un conte. Il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées dans ce livre, qui sont bien loin des connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, en tout cas des connaissances scientifiques fiables, en ce qui concerne en particulier leur capacité de communiquer, d'interagir avec le reste du monde forestier. Donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous montrer toute la beauté, toute la richesse de cette forêt, de ces arbres, et que finalement, ce n'est pas la peine de raconter d'histoires un peu fantaisistes. Il y a assez de beauté dans le fonctionnement de ces arbres, sans évoquer, sans sombrer dans l'anthropomorphisme ou dans le sentimentalisme. Alors, on va parler d'intelligence des arbres. Je vais vous démontrer que les arbres sont sensibles et sont intelligents. Mais quand je dis intelligent, j'entends pas intelligence cognitive, comme nous autres les humains. L'intelligence pour les scientifiques, alors je ne sais pas pourquoi, il y a des choses comme ça qui sont apparues, mais ce n'est pas gênant, on arrive encore à lire. L'intelligence, c'est un ensemble de processus qui permet à un organisme d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, on le voit bien avec cet arbre-là, sur la crête du GR20 Corse, il s'est parfaitement adapté à son milieu extrême. Son corps s'est adapté à ce milieu extrêmement difficile. Et donc, oui, ils sont capables de percevoir le monde, ces arbres, pour s'y adapter et s'y développer. Alors, dans ce cas-là, on peut parler d'intelligence. Mais vous verrez, il n'y a pas de cerveau dans les racines des arbres. Alors, pourquoi on en est... Depuis combien de temps sait-on que les êtres vivants que sont les arbres sont des êtres sensibles? En fait, ça remonte déjà à un certain nombre d'années, puisque c'est Charles Darwin, au XIXe siècle, qui a démontré que les arbres étaient capables de percevoir le monde qui les entourait et avaient des interactions avec les autres espèces. Et jusqu'à cette époque, en fait, tous les intellectuels, tous les scientifiques, tous les écrivains, les philosophes, étaient restés sur l'idée d'Aristote, que le monde était divisé en organismes, en 3 grandes catégories d'organismes, ceux qui avaient une âme végétative ou nutritive, et en fait c'était les végétaux. Seuls les animaux étaient censés avoir une sensibilité, et seuls les humains avaient une intelligence capable de maîtriser le monde.
Et cette vision anthropocentrique du monde, elle a persisté quasiment jusqu'au Moyen-Âge et la Renaissance. Et pour la plupart des gens, les plantes, les arbres en particulier, c'était des objets. Et je crains qu'encore aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand ils circulent dans une ville, qui voient des arbres, ils les considèrent comme des lampadaires, pas vraiment comme des êtres vivants. Alors, pas vous qui êtes dans la salle, parce que si vous êtes ici dans la salle, c'est que vous aimez les arbres. Donc ça fait longtemps que vous les considérez comme des êtres vivants et sensibles. Et donc, jusqu'à Darwin, en fait, et je crains encore aujourd'hui, le monde occidental a été modelé par une vision très utilitaire des arbres et des plantes. Ils sont là pour nous servir, on est là pour les exploiter, et en particulier les arbres, ils servent à produire du bois. Et il a fallu attendre effectivement les travaux de Charles Darwin et de son fils, Francis, pour qu'ils démontrent que les arbres, les plantes, étaient doués de mouvement, étaient sensibles, étaient capables de percevoir la lumière, étaient capables de percevoir la gravité. Donc, la sensibilité, en fait, on l'a définie chez un être vivant dans cette capacité à percevoir et à répondre à l'environnement grâce à ses sens multiples. Alors oui, les arbres, oui, les plantes ont des sens, quasiment tous les sens que nous avons, c'est-à-dire la vision, ils sont capables de réceptionner la lumière. Ils ont un odorat, parce qu'ils sont capables de percevoir les molécules volatiles qui les entourent, comme nous. Ils ont le goût, ils sont capables de percevoir les substances chimiques qui sont en solution, dans laquelle baignent leurs racines. Ils ont un toucher, ils sentent parfaitement bien tous les stimuli mécaniques, la moindre bise, le moindre coup de vent. Si vous les touchez, si elles sont perturbées, elles vont le sentir parfaitement. Et puis elles ont la capacité qu'ont les humains de sentir leur propre corps. La proprioception. Qu'est-ce que la proprioception ? C'est la capacité que vous avez quand vous prenez un verre, vous fermez les yeux, et sans problème, vous portez le verre à votre bouche, même si vous avez les yeux fermés, même si vous ne l'avez pas, parce que votre cerveau a la perception du corps. Eh bien, les arbres ont cette capacité de sentir leur propre corps et de l'orienter dans l'espace en fonction de l'environnement. Alors, le seul sens que nous possédons et que les arbres ne semblent pas posséder, avoir, c'est l'ouïe. Il semblerait que, contrairement à certaines légendes, si vous jouez du Mozart dans votre appartement, ou du Rammstein, du métal, je ne pense pas que les plantes de votre appartement perçoivent les sons et changent leur humeur ou leur physiologie en fonction des sons. Manifestement, les plantes ne perçoivent pas les sons, même si des travaux très récents, publiés l'an dernier, qui demandent à être vérifiés, laissent penser que les fleurs pourraient changer leur physiologie quand elles entendent le bourdonnement des abeilles. La fréquence du bourdonnement des abeilles, il n'est pas impossible que les fleurs puissent percevoir ce son. Mais ça a besoin d'être vérifié. Alors comment c'est possible ? Voilà, les arbres, les plantes ont des sens. Comment ça fonctionne ? Eh bien, les recherches conduites ces 20 dernières années ont démontré que la surface des feuilles, la surface des racines, était recouverte de milliers de capteurs, de récepteurs, justement pour permettre aux plantes de sentir le monde qui les entoure. On a énuméré, caractérisé même aujourd'hui, près de 700 capteurs capables de sentir l'environnement, mesurer la température, l'humidité, réceptionner la lumière. Donc évidemment, les arbres n'ont pas d'œil, ils n'ont pas de nez, ils n'ont pas d'oreille,
Ils n'ont pas d'organes comme nous, les animaux pour percevoir. Tous les sens sont répartis sur l'ensemble de leur peau, sur la surface des feuilles, sur la surface des racines, et voire même sur certaines parties du tronc. Donc tous ces capteurs, tous ces récepteurs, qu'il faut imaginer, c'est des petites structures qui sont dans les membranes qui entourent les cellules végétales, qui sont sur la surface des feuilles. Vous imaginez un petit peu comme des algues qui sont là sur la surface, des structures qui balayent l'environnement et qui sont capables de capturer, sentir les molécules qui entourent la plante. Et aussitôt que ces capteurs moléculaires perçoivent la présence d'un insecte ou la présence d'une molécule, eh bien, dès que cette molécule s'accroche au récepteur, ça provoque toute une cascade d'événements biochimiques et moléculaires qui permettent à la plante de réagir, qui permettent à la feuille de changer d'orientation, qui permettent à la racine d'aller vers les sources d'éléments nutritifs. Donc, ils ont finalement des capteurs sur l'ensemble de leur surface. Et c'est ce qui va leur permettre, en fait, de réagir à la gravité, de réagir à la présence du vent, et donc de se positionner dans l'espace grâce à ces différents capteurs. Les arbres sont capables de tropisme, ils vont s'orienter vers la lumière pour absorber l'énergie lumineuse, ils vont s'orienter dans le sens de la gravité, grâce à des capteurs qui leur permettent de sentir le haut et le bas. Ils vont être capables de goûter la présence d'azote, de phosphate, de potassium ou de microéléments et de se diriger vers ces sources d'éléments nutritifs. Alors, un des sens, évidemment, pour une plante dont l'activité principale, c'est d'absorber la lumière, c'est de savoir où est la lumière et quelle forme de lumière est présente. Les arbres sont vraiment des alchimistes. Ils sont capables de prendre l'énergie du soleil, le gaz carbonique de l'air, l'eau qui vient des racines, et grâce à un mécanisme extraordinaire qu'on appelle la photosynthèse, ils vont transformer l'air et l'eau en sucre. La photosynthèse, c'est cette capacité extraordinaire qu'ont les plantes. C'est les seuls organismes sur la planète capables de réaliser cette alchimie, cette biochimie. C'est de prendre du gaz carbonique, du CO2, de l'eau, et grâce à l'énergie du soleil, dans des petites centrales solaires situées dans les feuilles, eh bien, de transformer cette lumière en sucre. Et ce sont ces sucres qui vont alimenter toute la vie sur Terre. Les sucres, le glucose que vous mettez tous les matins dans votre sucre, eh bien finalement, seules les plantes sont capables de le fabriquer. Et ces sucres sont utilisés pour nourrir la plante, mais aussi pour fabriquer les plantes, pour fabriquer la cellulose, pour fabriquer le bois. Et ce sont ces matériaux végétaux qui vont alimenter toute la chaîne alimentaire. À l'origine de la nourriture sur l'ensemble de notre planète, eh bien ce sont les végétaux, qui vont nourrir les herbivores, qui vont nourrir toute la chaîne trophique. Et donc ces plantes, elles ont, grâce à cette capacité de percevoir la lumière et de la transformer en sucre, elles ont transformé notre planète, elles ont sculpté notre planète. Et cette lumière qui est captée par toute une série de molécules, on ne va pas rentrer dans les détails ce soir, mais des phytochromes, des phototropines, les plantes, les feuilles des arbres sont capables de percevoir les différentes longueurs d'onde, la lumière rouge, la lumière bleue, la lumière verte, et grâce à cette perception permanente, ils vont pouvoir s'orienter, toujours aller vers la lumière pour absorber l'énergie. Ça, c'est l'objectif principal d'une plante, et en particulier des arbres. Ils ont inventé le tronc pour aller le plus haut possible, pour pouvoir absorber l'énergie du soleil et la transformer en aliments, en nutriments. Mais en même temps, ces lumières, filtrées à travers la forêt, leur permettent de percevoir la présence de leurs congénères. Donc un arbre est capable, grâce à cette lumière filtrée par le feuillage des arbres voisins, de savoir, de connaître la présence
d'arbres autour de lui et de s'en éloigner de manière à ne pas rentrer en compétition avec ses voisins. Donc la forêt, c'est un réseau social. Les arbres sont des êtres sociaux, ils vivent ensemble, ils ont besoin d'être ensemble pour créer la forêt et être adaptés au monde, mais en même temps, ils efforcent de ne pas trop se frotter aux voisins, de manière à ce que chacun de ces arbres puisse avoir son espace vital et capter l'énergie suffisante et nécessaire pour pouvoir fonctionner. Évidemment, les arbres sont... vous avez déjà vu ce type d'image, hein, aussitôt qu'un arbre sur une crête, il va se plier à la force du vent, parce qu'il a dans son tronc, il a la capacité de fabriquer différents types de bois avec des fibres ayant des tensions différentes qui lui permettent de changer sa forme et de s'adapter à la force du vent ou à d'autres pressions mécaniques. Et puis, bien entendu, l'arbre, ce n'est pas que les feuilles et le tronc, il y a tout un monde souterrain, un monde de racines qui ont comme mission de puiser les éléments nutritifs, d'absorber azote, phosphate, microéléments pour alimenter toute la machinerie que représente l'arbre. Et donc les racines des arbres, les racines des plantes sont capables de repérer dans le sol les zones les plus riches pour y envoyer leurs racines qui vont aller absorber, goûter la qualité nutritive du milieu dans lequel les racines baignent et absorber les éléments nutritifs indispensables à la fabrication des tissus de la plante et au fonctionnement de cette plante. Donc oui, l'arbre est sensible. On a vu qu'il était entouré de congénères, il est entouré d'autres êtres vivants. Comment communiquent-ils ces arbres, hein? Comment font-ils ces plantes, ces arbres pour coordonner leur activité? Imaginez, vous êtes un chêne de 40 mètres de haut. Comment les racines qui sont à 3 ou 4 mètres de profondeur peuvent-elles savoir quels sont les besoins des feuilles qui sont là-haut à 40 mètres d'altitude dans le houppier? Comment le feuillage peut-il prévenir les racines qu'aujourd'hui, il a besoin de 10 kg d'azote, 3 kg de phosphore, 500 grammes de potassium? Comment l'arbre peut-il coordonner toutes ces activités, son développement, sa réaction au monde, se défendre? Eh bien, il le fait par le biais de toute une série de molécules, de composés chimiques, comme les sucres, comme les acides aminés, mais aussi des gaz, qui vont servir en fait, qui vont se servir des vaisseaux conducteurs, de la sève montante et de la sève descendante pour informer, coordonner, synchroniser toutes les activités de ces êtres gigantesques que sont les arbres. Alors, avant, il faut peut-être définir ce qu'on appelle, nous autres, communication. Pour les biologistes, il y a communication dès lors qu'un organisme comme ce chêne, adulte, là, qui a près d'une centaine d'années, il y a communication dès lors qu'il est capable de capter des signaux informationnels, comme la lumière, la quantité de lumière, la qualité de la lumière, les substances chimiques qui le nourrissent, ou qui l'alertent de la présence d'insectes prédateurs, des signaux électriques. Et quand ces signaux sont capables de changer son comportement, l'orientation des feuilles, arrêter la croissance, ou la position, s'adapter à de nouvelles conditions environnementales, à ce moment-là, on considère que l'information a été réceptionnée. Donc ça veut dire que la communication, elle implique l'émission d'un signal. L'arbre, il doit être capable d'envoyer des informations, donc des signaux. Il doit les transporter, il doit les réceptionner, et surtout, après, il doit être capable, quand il a perçu ce signal,
de modifier son comportement. Par exemple, si le signal c'est issu d'une morsure par un insecte, eh bien, il faut que cet arbre soit capable de réagir à la présence de cet insecte prédateur en le tuant ou en limitant sa croissance. Donc en fait, les arbres sont capables, comme la plupart des plantes d'ailleurs, de communiquer. Alors d'abord de communiquer, et surtout de communiquer au sein même de la plante. L'essentiel de la communication, contrairement à certains livres fantaisistes, la communication sert surtout à la plante, à prévenir les feuilles de l'étage supérieur ou inférieur qu'il y a une attaque par un prédateur. Ou les racines vont prévenir les feuilles qu'il y a une source importante de phosphate qui va permettre de soutenir une croissance accélérée. Mais il y a aussi des molécules volatiles qui vont être émises par les feuilles et qui vont être capables de parcourir quelques dizaines de centimètres, parfois 1 mètre, pour informer, là aussi, pour se quitter la feuille émettrice, pour se disséminer dans l'air, entourant les feuilles, pour aller prévenir les feuilles des étages voisins ou des plantes qui sont toutes proches. Donc les plantes sont capables d'émettre des gaz, des molécules volatiles, capables d'informer, qui contiennent une information et qui va être perçue par les autres parties de la plante ou par les plantes voisines. Et ça, c'est un domaine de recherche qui est extrêmement développé aujourd'hui, parce que si on arrive à maîtriser ces mécanismes, à les comprendre pour éventuellement les maîtriser, on va pouvoir aider les plantes à résister aux prédateurs ou à différents stress. Donc un des mécanismes qui a été le plus étudié ces dernières années, c'est la réaction des plantes, des arbres, à l'attaque par des prédateurs. Donc aussitôt qu'une chenille comme celle-ci commence à brouter une feuille, en quelques secondes, la blessure induite par la morsure va libérer un gaz qu'on appelle l'acide jasmonique, le jasmonate, qu'on trouve, qui donne son parfum au jasmin. Et cette molécule est utilisée comme une molécule d'alerte, un signal d'alerte. Donc encore une fois, vous imaginez, la chenille mord la feuille, elle provoque une blessure, et à l'endroit de la blessure, les cellules qui ont été lésées par la morsure sont détruites et libèrent ce composé qu'on appelle le jasmonate, ou bien un autre gaz, bien connu par ailleurs, qui est l'éthylène. Et ces deux gaz vont diffuser immédiatement dans la feuille qui est attaquée et toucher les feuilles voisines pour déclencher toute une cascade d'événements moléculaires qui va aboutir à la synthèse de composés toxiques qui vont empoisonner la chenille. Donc en quelques minutes, en fait, après la morsure, la feuille va accumuler des toxines et en particulier des inhibiteurs de la digestion des insectes. Et donc la chenille qui continue à brouter, les cellules qui sont remplies de ces toxines, elles ont une superbe indigestion et elles quittent la feuille immédiatement. Donc en l'espace de 10 à 15 minutes, la feuille est capable de se défendre et de limiter ainsi la propagation et l'attaque des prédateurs. De même, quand un insecte piqueur, vous avez bien réalisé quand vous allez vous promener en forêt au printemps, ici je ne sais pas, mais en Lorraine à mi-avril, tout d'un coup tous les bourgeons éclosent, les feuilles sont magnifiques, elles sont vert tendre, elles sont intactes, et si vous repassez 8 jours après, la plupart de ces feuilles, il y a des trous dedans, ou des galeries. Et donc, en fait, les feuilles sont immédiatement attaquées par une multitude d'insectes, piqueurs, suceurs, mangeurs de fleurs, mangeurs de nectar. Et donc, à peu près 30% de la matière végétale qui est fabriquée par une plante, par un arbre, est en l'espace d'une quinzaine de jours, au printemps, dévorée par les insectes.
Donc c'est une question de vie ou de mort pour les plantes, pour les arbres. Il faut absolument se défendre et donc être capable d'intoxiquer cette armée d'insectes, d'herbivores qui viennent les brouter et les consommer. Donc ils ont ces deux types de signaux que sont les gaz qui vont être émis par la plante. Alors ça va déclencher deux types de mécanismes assez incroyables, à la fois la libération de ces toxines qui inhibent, qui contrôlent la digestion des insectes prédateurs et qui finalement les repoussent. Et encore plus étonnant, certaines de ces molécules sont perçues par des autres insectes, par exemple des guêpes parasitoïdes, qui vont utiliser ces parfums, ces odeurs d'alerte, ces signaux d'alerte, qui signifient qu'il y a une chenille qui attaque une plante, pour aller se diriger vers ces chenilles et pondre leurs œufs dans les chenilles. Donc en fait, ces molécules sont à la fois utilisées par les plantes pour se défendre, mais également pour attirer les parasites des plantes qui les attaquent. Donc les ressources des plantes sont assez extraordinaires. Et on a découvert aussi récemment que, en plus de ces composés volatiles qui permettent la communication au sein de la plante et parfois même entre des plantes si elles ne sont pas éloignées de plus de 50 cm à 1 mètre, on s'est aperçu qu'il y avait également des courants électriques qui étaient déclenchés dès qu'une chenille mordait la feuille de la plante. En plus des composés gazeux d'alerte qui sont envoyés dans le monde extérieur, eh bien, il y a également des courants électriques qui diffusent dans la plante et qui vont informer les autres parties de l'arbre de la présence de prédateurs et permettre le déclenchement des processus de défense et des mécanismes biochimiques de défense qui vont limiter ces attaques de prédateurs. Donc on peut dire que oui, les arbres sont des êtres sensibles, oui, les arbres sont des êtres communicants, mais quand même, à notre connaissance aujourd'hui scientifique, on ne pense pas que les arbres parlent. Il n'y a que les ants du monde de la Terre du Milieu qui sont capables de bouger, de se déplacer pour lutter contre le mal, et sont capables de parler. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu un arbre parler. J'entends le vent qui souffle dans les feuilles, j'ai beau être à l'écoute, mais je ne comprends pas encore le langage des arbres. Et pourtant, ça fait 40 ans que je travaille sur ces organismes assez étonnants. Alors, qui dit communication, dit évidemment communication en interne, entre les différentes parties de la plante pour la coordination, mais c'est aussi interaction, dialogue avec les autres parties de la plante qui hébergent des organismes, et en particulier des micro-organismes. Et on sait aujourd'hui en fait qu'un chêne adulte comme celui-ci, c'est pas un être isolé. Un arbre comme un humain, il n'est jamais seul. Il est enrobé, entouré de micro-organismes, d'organismes bien sûr, les mousses, les lichens, les plantes épiphytes qui profitent des fourchaisons de l'arbre. Mais si vous aviez un microscope, lors de vos promenades en forêt, vous verriez que chaque partie de la plante, que ce soit la feuille, que ce soit l'écorce, que ce soit les racines, eh bien tous ces organes de l'arbre sont recouverts de micro-organismes, de microbes, des champignons, les filaments des champignons, des bactéries, des virus, tout un monde, plusieurs milliers d'espèces de champignons, plusieurs dizaines de milliers d'espèces de bactéries, des millions de virus vivent en interaction permanente avec l'arbre. Certains coopèrent, certains sont des prédateurs des arbres, mais en tout cas, l'arbre est un supra-organisme, un méta-organisme qui héberge une multitude d'êtres vivants. Et on s'est amusé à compter combien d'espèces dépendaient d'un chêne adulte, comme celui-ci. Eh bien, il y a plus de 2300 espèces qui sont hébergées par un arbre comme ce chêne, et dont plus de 300 sont strictement inféodés aux arbres. Si le chêne disparaît, ces 326 espèces d'organismes vivants, insectes, champignons, plantes épiphytes, disparaissent.
C'est-à-dire que le chêne est une espèce clé de voûte, c'est un univers à lui tout seul. Chaque fois que vous abattez un chêne, chaque fois qu'un bûcheron abat un chêne, c'est tout un écosystème qui disparaît. Et donc on s'intéresse à ces organismes qui entourent les arbres, et en particulier les champignons. Alors, pas parce que ce sont de magnifiques objets. Si on l'observatoire, parfois on peut même voir une grenouille assise là sur la manite tumouche. Non, c'est en fait parce qu'il y a une alliance ancestrale qui a été tissée entre le monde des champignons et le peuple des arbres. Depuis leur premier pas sur les continents il y a 450 millions d'années, les plantes ont toujours vécu en association intime avec certains champignons qu'on appelle symbiotiques, qui sont capables qui les aident en fait à se nourrir et à lutter contre les stress et les aléas de la vie sur Terre. Et donc cette alliance ancestrale, elle a permis l'évolution des plantes terrestres, elle a permis l'évolution des forêts il y a à peu près 300 millions d'années, et depuis cette époque-là, tous les arbres, toutes les plantes en fait, vivent en interaction intime, pérenne, durable, avec ce cortège de champignons qui dépendent eux aussi en fait de l'énergie et des sucres de la plante. Donc les scientifiques aujourd'hui, ils essaient de comprendre le rôle de ces champignons. Les champignons, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on va ramasser le dimanche pour finir la soirée avec une bonne fricassée de cèpe. Non, les champignons, ce sont des êtres vivants qui forment un royaume de la vie indépendant. Ce ne sont ni des animaux, ni des végétaux. Ils forment leur royaume de la vie. Ils sont plus anciens que les plantes. Et donc on essaie de comprendre le rôle de ces champignons, mais surtout de ce qui est invisible, de leur réseau souterrain, comment ces champignons permettent aux arbres de fonctionner. Donc on essaie de décrire, de comprendre ces interactions pour éventuellement pouvoir utiliser les champignons pour aider les arbres à survivre au changement climatique. Donc c'est vraiment ce qui passionne les microbiologistes de la forêt, c'est ce qui se passe sous terre. C'est-à-dire que la plupart des promeneurs, la plupart des scientifiques, forestiers d'ailleurs, quand ils rentrent dans une forêt, ils sont éblouis par la beauté, le côté grandiose de la canopée de houppiers, ou la projection du fût vers le ciel. Mais ils oublient que là, sous terre, il y a un système, il y a des racines, il y a un système souterrain, et qu'en réalité, dans une forêt, il y a autant de masse, de biomasse végétale sous terre qu'au-dessus. Et qu'en fait, il faut que vous imaginiez que sous terre, vous avez l'équivalent du feuillage et de la canopée qui se développe dans le sol, bien sûr pour ancrer l'arbre sur son territoire, mais également pour alimenter la plante, l'arbre, et lui permettre de se développer. Donc on s'intéresse à ces interactions qui peuvent se dérouler entre le monde des champignons, le monde souterrain des champignons, et puis les racines des arbres. Alors, évidemment, à ce stade-là, je suis obligé de vous rappeler quand même que les champignons, ce n'est pas que cette partie comestible. Ce que vous ramassez en fait en forêt, les cèpes, les girolles, c'est des sexes. Quand vous allez en forêt, vous marchez parmi les sexes des arbres, des champignons. En fait, les champignons, qu'on appelle également sporophores, porteurs de spores, c'est l'appareil sexuel d'un organisme invisible, cryptique, qui est souterrain. C'est un réseau de plusieurs kilomètres carrés de filaments microscopiques qui peuvent s'agglomérer pour former des câbles, comme ces réseaux mycéliens, et qu'on appelle le mycélium. La partie 99% du champignon, c'est pas ce que vous ramassez, c'est en fait ce réseau de filaments mycéliens qui colonise la litière, l'humus, et qui va aller chercher les éléments nutritifs, les assimiler et les transporter vers les racines de la plante pour aller en donner une partie à l'arbre et à la plante.
Voilà ce que c'est en fait un champignon. C'est essentiellement, là on l'a fait pousser dans une boîte de pétri au laboratoire, sur un milieu artificiel, un milieu synthétique. Vous avez une colonie de filaments mycéliens qui se développent et qui se ramifient en permanence, parce que l'objectif d'un réseau mycélien de champignons, c'est d'explorer le sol pour se nourrir. La moindre anfractuosité du sol va être explorée par ce réseau mycélien qui va s'étendre sur des kilomètres carrés. Quand vous marchez en forêt, vous marchez sur une toile, sur un tapis de champignons, ou en tout cas de son réseau mycélien. Et une bonne partie de ces réseaux mycéliens sont en interaction, sont connectés aux racines des arbres, pour former une interaction à bénéfice mutuel. Et à un certain moment de l'année, souvent à l'automne, ce réseau mycélien, sous l'effet d'un certain nombre de mécanismes, de stimuli, va fructifier, va former des petits embryons, des petits agrégats de mycélium qui vont être l'ébauche du champignon qui va se développer très rapidement, former un parasol pour beaucoup et faire du sexe, là sous le chapeau, sur les lamelles du champignon, va se dérouler la reproduction sexuée qui va aboutir à la fabrication de petites spores, un petit peu comme des grains de pollen, qui contiennent le patrimoine génétique de l'espèce. Et une fois que ces spores sont matures, eh bien le vent va les transporter et disséminer le champignon, son patrimoine génétique, à travers la forêt. Et quand la spore va tomber sur le sol, si les conditions d'humidité sont remplies, à ce moment-là, un filament va sortir de la spore et le système va reprendre sa croissance pour un autre cycle de vie. Donc c'est ça le champignon en fait, et c'est cette partie-là qui nous intéresse, parce qu'en fait, évidemment, je ne résiste pas non plus quand je vois un cèpe, je le ramasse. Et il va finir sous forme de fricassé avec de l'huile d'olive à la maison. Quand je trouve une truffe, en tout cas moi non, mais mon chien en trouve une, évidemment que je la ramasse. Mais toutes ces structures sont en fait les organes sexuels de ce réseau mycélien qui joue un rôle fondamental dans la croissance des plantes. Parce que si vous aviez des yeux capables de visualiser ces réseaux mycéliens, eh bien vous verriez ce que nous on voit au microscope. Si on prend ce jeune peuplier, qu'on le déterre, vous voyez que le système racinaire du peuplier il est extrêmement conséquent. Je vous disais tout à l'heure que la biomasse du système racinaire peut être aussi importante que la biomasse de la partie visible aérienne. Eh bien, si on utilise un microscope, on s'aperçoit que dans chacune des racines, des millions de racines et de radicelles de cette plante, de cet arbre, eh bien, colorés en vert, ici, vous avez les filaments des champignons qui interagissent intimement avec la plante et qui sont même capables de pénétrer dans la racine, dans la radicelle, pour former des interactions extrêmement intimes où la racine est complètement transformée par la présence de ce réseau mycélien pour former des structures pérennes, symbiotiques, où des échanges vont se dérouler. En réalité, la forêt, c'est ça plutôt. C'est-à-dire que vous êtes habitué à voir cette partie de la forêt. En réalité, sous terre, tout le système racinaire est en interaction permanente avec des réseaux de champignons qui forment une extension extraordinaire, puisque pour 1 mètre de racine, on a près de 1000 mètres de réseaux mycéliens qui vont constituer une surface d'absorption considérablement augmentée. Et cet énorme réseau, cette toile mycélienne, va absorber les éléments nutritifs, les transporter vers les racines pour alimenter la croissance de l'arbre. Et en échange de ce travail de prospecteurs, de mineurs, de transporteurs, de commerçants, réalisé par le réseau mycélien, en échange, l'arbre va lui fournir des sucres, du glucose, à peu près 25%, parfois 30% des sucres fabriqués par la plante vont alimenter ce réseau de champignons associés pour former cette symbiose où les deux partenaires sont gagnants-gagnants, puisque l'arbre bénéficie des éléments nutritifs du sol absorbés par le champignon et transportés par le champignon jusqu'à ses racines, et en échange, eh bien, le champignon, lui, va bénéficier des sucres
photosynthésés, fabriqués dans les parties foliaires de la plante. Donc on a bien une symbiose à bénéfice mutuel qui existe depuis que les arbres sont apparus sur Terre. On pense d'ailleurs que si les arbres ont pu apparaître sur Terre, c'est grâce à cette extraordinaire alliance avec les champignons qui leur ont permis d'absorber les éléments nutritifs qui sont si rares dans les milieux forestiers. Donc c'est un peu l'image qu'on a aujourd'hui du sous-sol de la forêt, c'est que les arbres alimentent en sucre tout un réseau, bien sûr leur système racinaire, mais également tout un réseau de champignons symbiotiques qui les aident à absorber l'azote, le phosphate, l'eau, le potassium. Et certains auteurs pensent même qu'on pourrait avoir des signaux échangés entre les différents arbres d'une forêt par le biais de ces réseaux mycéliens, mais ça, ce n'est pas encore vraiment démontré sur le plan scientifique. Et puis évidemment, si vous travaillez à l'INRA, qui est un organisme quand même de recherche finalisé, on vous dit mais c'est bien joli ça de décrypter les mécanismes de fonctionnement et de l'alliance entre les champignons et les arbres, mais à quoi ça sert? Eh bien, on peut aujourd'hui identifier certains champignons particulièrement efficaces pour chacune des espèces d'arbres qu'on veut planter en forêt. On peut trouver un champignon qui lui est particulièrement affine, un féodé, et quand on ajoute ce champignon sur le système racinaire de la jeune plantule, on booste, on stimule sa croissance. Donc là, mon collègue Cyril Bach, il a dans la main 2 sapins de Douglas qui ont été plantés pendant 3 ans dans une pépinière forestière. Le sapin de Douglas qui est à gauche a été inoculé en interaction avec les champignons lambda du sol de la pépinière. Donc il a bien poussé, certes, mais quand on inocule ces sapins de Douglas par le champignon que nous avons sélectionné, que nous avons domestiqué et que nous apportons sur le système racinaire, eh bien on peut considérablement accélérer la croissance de l'arbre. Donc on peut utiliser ces champignons comme des engrais verts, une utilisation raisonnée, une domestication de cette symbiose pour faire des forêts plus respectueuses de l'environnement. Au lieu d'apporter des engrais, eh bien on essaie de favoriser l'interaction avec ces champignons symbiotiques. Parce que ces champignons, ils servent bien entendu à l'arbre pour se développer, pour se nourrir, mais on sait aujourd'hui que ces champignons sont capables de connecter les différentes arbres de la forêt. Éventuellement, certaines plantes, comme les orchidées, peuvent se connecter sur ces réseaux et former toute une toile où circule de l'information et où circulent des nutriments. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un front de science, essayer de décrypter ces mécanismes et voir leur importance pour l'écologie de la forêt. Donc si je résume cette partie de l'intervention, on peut dire que, enfin j'espère que je vous ai convaincu, que les arbres étaient des êtres écervelés, mais ils n'ont pas de cerveau dans leurs racines, on ne connaît pas la cervelle des arbres, mais ils restent quand même des êtres très intelligents. Ils sont capables de percevoir l'environnement qui les entoure, de le traduire en information qui leur sert à synchroniser, à se coordonner, et puis surtout à s'adapter à leur environnement. Et aujourd'hui, les arbres, ils sont un peu vus, dans le monde des botanistes, on a 2 écoles de pensée. On a des collègues comme Stefano Mancuso, italien, qui a inventé la neurobiologie des arbres, et qui pense que les plantes ressemblent de plus en plus aux hommes, donc une vision très anthropomorphique des arbres. Et puis on a Francis Allais, l'autre grand botaniste français, qui lui dit « Ouh là là, non, les arbres, ça n'a rien à voir avec les humains, ce sont des altérités, ce sont des organismes sensibles et intelligents, mais on est incapable de les comprendre parce que c'est un monde complètement différent. » Alors est-ce que j'ai le temps ? Alors j'ai juste une amorce, puis après on pourra peut-être réserver ça plus à la discussion. En deux points, vous avez pu constater que, bien sûr, les forêts brûlaient, mais ça c'est surtout dû à l'homme,
un mégot de cigarette oublié, ou un déclenchement de feu volontaire, ou un barbecue oublié. Mais les forêts, surtout, elles dépérissent. Il y a beaucoup de forêts en France, en Bretagne, en Lorraine, dans le Jura, dans le Massif central. Beaucoup de forêts dépérissent. Aussitôt qu'on se promène à travers les sapinières, les hêtraies, les chênaies de l'Oise, on voit facilement aujourd'hui 10 à 15% des arbres qui sont comme celui-ci morts de sécheresse ou dépérissants. Donc on constate, nous autres forestiers, qu'aujourd'hui, il y a une vague de dépérissement, de mort massive des arbres dans toutes les forêts. Les chiffres deviennent un peu inquiétants puisqu'on arrive autour de 10% des arbres qui meurent. On s'attend à ce qu'au printemps prochain, les chiffres montent à 15-20% peut-être des arbres qui meurent dans beaucoup de forêts. Même dans certaines chênaies du nord de l'Oise, les fameuses chênaies de Chantilly, d'Ermenonville, Fontainebleau dans le sud, on pourrait peut-être avoir 40% des arbres qui meurent, parce qu'ils sont sur des sols très sablonneux et très drainants. Donc oui, le changement climatique se fait sentir. Et ça, c'est clair que, on en discutait tout à l'heure au cours du dîner, on vient de vivre, des sécheresses, il y en a déjà eu. Des sécheresses, si on parle aux anciens, ils vont vous dire « Oh là là, en 2003, oh là là, puis en 1976, c'était une sécheresse incroyable. » Puis après, il y en a d'autres, je ne sais pas s'ils sont encore, oui, si, ils sont encore vivants, ceux qui ont vécu la sécheresse de 49. Puis la sécheresse de 1923, il n'y a plus grand monde pour la raconter. Mais ce qui est extrêmement inédit dans ce qu'on vient de vivre, c'est en fait une sécheresse en 2018. D'abord une vague de chaleur extrêmement forte, suivie d'une longue sécheresse estivale en 2018. L'année d'après, vague de chaleur en avril-mai, sécheresse estivale prolongée. 2020, idem. 2021, ouf, il n'y a plus. En Bretagne comme ailleurs. Et 2022, l'une des sécheresses les plus fortes qu'on n'a jamais connues depuis qu'on enregistre les températures et les précipitations. Et on voit bien sur ce graphique où on a ici les températures moyennes en France, ici le cumul de pluie agrégé sur la France entière. Donc chaque point c'est une année, et vous voyez que là, parmi les années les plus chaudes et les plus sèches, vous avez 2018, 2019, 2020 et 2022. Ça n'a jamais été enregistré. C'est une séquence de sécheresse inédite que les modèles du GIEC nous avaient prédit pour 2070. Donc on espère qu'en 2023, il va beaucoup pleuvoir, parce que si on a la même sécheresse et la même vague de chaleur en 2023, on sort complètement des modèles, même les plus pessimistes. Mais tout ça pour vous dire qu'on vient de vivre un événement inédit et qu'évidemment, nous on l'a ressenti en tant qu'humains, mais les plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, l'ont également ressenti. Et donc là, on est en train de vivre en plein ce qu'on avait prévu déjà depuis quasiment 20 ans. On a les modèles prédictifs qui nous avaient annoncé ce type d'événement. Et avec les sécheresses qui se multiplient, avec les températures qui montent, évidemment, les espèces végétales, comme les espèces animales, vont migrer. Elles cherchent, chaque espèce vivante a une enveloppe écologique qui lui est propre, avec une température moyenne, une quantité d'eau moyenne, et si ces valeurs ne sont pas atteintes, elle va migrer vers le nord si elle cherche des températures plus fraîches, ou grimper en altitude. Donc ça fait un moment déjà qu'on a alimenté nos ordinateurs avec ces données-là, et qu'on a prédit la répartition des arbres, des forêts, sur le territoire métropolitain, en fonction des modèles du GIEC. Pessimiste ou optimiste. Donc ce que je vous montre là, c'est optimiste. Toujours, on essaie d'être le moins catastrophiste possible. Donc sur ces cartes-là, vous avez la répartition du hêtre, qui est quand même l'espèce forestière emblématique des forêts françaises, qui était en 2005, alors vous avez un code couleur, les régions de France où la densité de hêtre est la plus importante, c'est en rouge, en orange et en jaune. Donc vous voyez le hêtre a colonisé
sa zone de répartition, c'est vraiment le nord de la France, le Grand Est et les zones de montagne. Il est moins présent dans le sud et surtout il est absent en région méditerranéenne parce que le hêtre est une espèce qui aime les sols frais et les températures douces et tempérées. Eh bien, en 2100, et c'est pas très loin, 2100, mes petits-enfants, j'espère qu'ils seront encore vivants en 2100, eh bien, le hêtre aura quasiment disparu de la France. Il sera restreint peut-être au massif des Vosges et à quelques régions du Jura et des Alpes. Donc le hêtre va disparaître. Ou en tout cas, si on lui laissait la possibilité, il migrerait vers le nord. Donc il va migrer, le hêtre va migrer de 100 à 200 km vers le nord. Il va continuer à exister, mais beaucoup plus au nord, en Europe. Et puis au contraire, des espèces comme le chêne vert, qui était en 2005 restreint, vous le voyez ici en rouge, essentiellement sur le pourtour méditerranéen, eh bien le chêne vert, depuis 2005, là, même depuis 1920, on le sait, il monte vers le nord. Vous l'avez en Bretagne maintenant, le chêne vert. Espèce méditerranéenne typique, vous l'avez sur certaines parties de la côte du Morbihan. Et ce chêne vert, eh bien, il va coloniser en 2100. Il sera, vous voyez, quasiment omniprésent, évidemment toujours sur le pourtour méditerranéen, mais surtout le Grand Sud-Ouest et tout l'ouest de la France. Une espèce méditerranéenne va occuper le territoire parce que vous allez vivre ici, vous aurez un climat méditerranéen. Donc on a aujourd'hui à Clermont-Ferrand, aujourd'hui quand je vous parle, on a à Clermont-Ferrand le climat de Montpellier déjà. À Montpellier, on a le climat d'Alger. Et à Nancy, on aura bientôt le climat de Lyon. Donc on est déjà en plein dans ce réchauffement climatique, dans ce changement climatique, que nous, humains, on arrive à tempérer grâce à notre technologie, mais que les plantes subissent de plein fouet. Les animaux migrent également de façon massive. Donc on enregistre la migration soit en altitude, les forêts montent vers les cimes, accompagnées des champignons, des fougères, des grenouilles, des insectes et des papillons. Chaque arbre emmène avec lui son univers. Et puis, ils aimeraient bien migrer vers le nord aussi, les arbres, les forêts. Mais malheureusement, l'agriculture intensive, les réseaux d'autoroutes, les plateformes logistiques, eh bien, empêchent les forêts de migrer comme elles l'ont fait il y a 4 ou 5 000 ans, quand elles ont recolonisé le territoire européen suite aux glaciations. Les forêts qui étaient dans le sud ont migré, mais à une vitesse de quelques kilomètres par an. Mais le changement climatique d'aujourd'hui leur impose des modifications 10 fois plus rapides que ce qu'elles ont pu vivre, ces forêts, il y a des milliers d'années. Donc on est dans une situation un peu délicate aujourd'hui, où les forestiers nous demandent, les gestionnaires forestiers nous demandent à nous autres scientifiques, mais quels arbres faut-il planter aujourd'hui pour qu'il y ait encore des forêts dans 50 ans ou dans 100 ans ? Et là, c'est la grande question auquel on ne sait pas bien répondre. Est-ce qu'il faut aller chercher des espèces dans le nord de l'Afrique ou dans les parties plus arides du monde pour les introduire en France ? Ou est-ce qu'il faut aller chercher dans le sud de la France des espèces, des populations d'arbres autochtones françaises qui sont déjà adaptées au climat méditerranéen qu'on va vivre dans 20, 30 ou 40 ans. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher des chênes de Provence, des chênes blancs de Provence, pour venir remplacer les chênes sessiles et les chênes pédonculés de Bretagne ? Donc c'est les questions qui aujourd'hui sont vraiment sur la table et qu'on discute avec nos collègues forestiers. Et on n'est pas complètement pessimiste, mais on est un peu inquiet quand même. Et donc sur cette note un peu, pas sinistre, mais un peu inquiétante, je pense qu'on peut ouvrir à la discussion. Si vous n'êtes pas épuisé,